Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Le dimanche 23 mai, le vol Athènes-Vilnius de la Ryanair a été intercepté par un MiG-29 biélorusse alors qu'il survolait le pays. Après un atterrissage dit pudiquement d'urgence, le journaliste et opposant Roman Protasevich a été arrêté par les services de sécurité. Cette interception d'un vol civil est une première, justifiée ainsi. Officiellement, l'intervention était consécutive à une alerte à la bombe dont il a été évidemment trouvé aucune trace. Bref, le président bélarusse Alexandre Loukachenko a affirmé cette semaine avoir agi légalement et a rejeté l'accusation d'avoir détourné le Boeing en question pour arrêter cet opposant. L'Union européenne, elle, a pris immédiatement des sanctions. Depuis le lundi 24 mai, son espace aérien est fermé à la Biélorussie et plus aucun avion européen ne survole le pays. Quant à la communauté internationale, elle a globalement condamné Minsk. Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni cette semaine, ainsi que Washington, ont demandé la libération immédiate de Protasevich, ainsi qu'une enquête de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Alors, si l'acte en lui-même est inédit, il n'est pas franchement surprenant dans la mesure où le régime de Loukachenko semble se raidir ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Alain, avant cet événement, je me souviens vous avoir vu tweeter sur une offensive du gouvernement biélorusse contre des journalistes. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots la situation actuelle à Minsk ? La Biélorussie, vous savez, c'est ce pays qui est 10 millions d'habitants, qui est aux confins de la Pologne, l'Ukraine, la Russie, ce lieu qui a été qualifié de terre de sang par l'historien Tim Snyder, terre de sang pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis après pendant le stalinisme, là où les frontières n'ont cessé de bouger. Ce pays est gouverné depuis 1994 par Loukachenko. Loukachenko était un colonel de l'armée devenu directeur de kolkhoz, et lorsque le mur de Berlin s'effondre et qu'à la suite l'Union soviétique disparaît, Loukachenko, lui, veut garder les structures de l'Union soviétique. Il est attaché à ces structures. Une partie de la population le soutient parce qu'elle ne veut pas de Big Bang libéral comme il y a eu en Russie ou ailleurs, en Europe de l'Est, et donc il est élu sur un programme anti-mafia et il est plutôt populaire. Au fil des ans, Loukachenko se transforme en un tyran d'une brutalité invraisemblable. Et là, il y a eu des élections présidentielles au mois d'août. Il a fait interner tous les hommes qui étaient capables de lui prendre des voix, de lui faire de l'ombre. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très particulier. La femme d'un de ces hommes, en prison, qui était un blogueur célèbre de 40 ans, eh bien sa femme, mère de 2 jeunes enfants, Svetlana Tsikhanouskaya, eh bien, a connu une popularité invraisemblable et elle est devenue une sorte de l'idole de tout ce que la Biélorusse compte de gens qui en avaient assez de cette kleptocratie dictatoriale de Loukachenko. Et les résultats ont donné Loukachenko gagnant à 98%. À ce moment-là, deuxième mouvement étonnant qui se produit dans ce pays, ce sont des manifestations de masse répétées sur un seul thème. Nous voulons une conversation avec le pouvoir pour organiser de nouvelles élections ou pour comprendre ce qui s'est passé parce que la popularité de Svetlana ne s'est pas traduite dans les urnes. Évidemment, tout a été truqué et Loukachenko n'a pas voulu céder le pouvoir. Depuis, la répression est impitoyable. Depuis, il y a eu des séries de manifestations de gens incroyablement courageux, notamment les jeunes, mais aussi dans les secteurs où Loukachenko était populaire parce qu'il continuait à faire tourner des usines qui n'étaient plus compétitives en milieu ouvrier. Et donc, s'il garde une base de popularité, il a senti quand même que le pays lui échappait. Et là, avec sa brutalité habituelle et un sentiment de vengeance, ce n'est pas qu'il démantèle l'opposition, il l'écrase. Et des jeunes gens qui ont porté simplement les couleurs du drapeau de l'opposition, des chaussettes rouges et blanches, qui étaient les couleurs de l'ancien drapeau de la Biélorussie, sont arrêtés, condamnés à 2, 4, voire 6 ans de prison. Il y a 455 prisonniers politiques qui sont recensés actuellement en Biélorussie, juste pour donner un chiffre. 450 prisonniers politiques, 2000 cas de torture avérés. Les tabassages sont quotidiens, les femmes et les hommes sont prises et condamnés à des peines incroyables, des vies sont brisées tous les jours. Cette semaine encore, un jeune homme de 17 ans qui avait participé à des manifestations était pris, interrogé par la police,
a sauté du 7e étage sous la pression et s'est suicidé de cette manière-là. La semaine dernière, un homme de 50 ans, en province, pris dans une manifestation, est mort d'une crise cardiaque en prison, mais il a fallu 6 jours pour qu'on rende le corps à sa famille. Et dans son village, les obsèques de cet homme ont donné lieu à un défilé et à des chants d'une invraisemblable dignité, d'un calme et d'une dignité invraisemblable. Et donc voilà ce qui se passe en Biélorussie. Et naturellement, c'est un pays qui est extraordinairement porté sur la high-tech, sur la haute technologie, et qui avait développé un secteur intéressant de haute technologie. Ce qui fait que ce pays a inventé des sites, des plateformes, des moyens d'opposition numérique et de contestation numérique et d'information sur ce qu'est le pouvoir, d'abord à l'intérieur de la Biélorussie, puis lorsque les opposants ont été obligés de fuir, en Pologne et en Lituanie. Et donc, il y a aussi un phénomène très intéressant là, c'est une éclosion de médias et de plateformes d'opposition sur Internet comme on n'en a jamais vu. Il y a eu un peu ça en Russie, mais à ce niveau-là, on n'en a jamais vu. Donc voilà où on en est. Et naturellement, Protasevich, dont vous avez parlé, 26 ans, était un des leaders de cette génération d'opposants qui ont créé des plateformes et des moyens d'information, d'investigation sur la corruption, sur la brutalité en prison, etc. Et surtout, c'est un jeune homme qui est dans l'opposition depuis qu'il a 16 ans. Ses parents l'ont suivi lorsqu'il a été obligé de se réfugier, d'abord en Pologne et puis ensuite en Lituanie. Mais c'est un homme qui sait tout de l'opposition à l'étranger et qui sait tout de la manière dont elle s'est organisée, les mots de passe, les codes, etc., etc. Et donc, voilà, on imagine bien le genre d'interrogatoire auquel il est soumis et pourquoi Loukachenko a pris le risque d'un détournement d'avion, c'est-à-dire de terrorisme d'État. Il faut appeler les choses comme elles sont. Ils ont détourné cet avion en fabriquant une fausse alerte à la bombe. Et ensuite, il a pris en otage. Il a été pris en otage. Et c'est intéressant aussi parce que ça en dit long sur leur méthode. Il était avec sa fiancée. Ils avaient été à un séminaire, puis des vacances ensuite à Athènes, et ils revenaient par le vol de Ryanair, la compagnie irlandaise. Ils revenaient à Vilnius, et c'est au moment où ils sont passés dans l'espace aérien de l'ouest de la Biélorussie qu'ils ont été interceptés, détournés et pris en otage. Cette jeune femme russe est à l'université de Vilnius. Elle étudie le droit à Vilnius. Naturellement, ils l'ont fait prisonnière aussi. La Russie n'a rien dit, n'a rien trouvé à redire, et elle sert évidemment de moyens de pression sur lui. Tu es avec nous, on va t'interroger, on a aussi ta copine, t'as intérêt à parler. Les experts évaluent à peu près entre 15 et 20% l'électorat résiduel qui continue de soutenir Loukachenko, mais guère plus. Ce qui veut dire que 80% de la population a voté ou aurait voté pour l'opposition et qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui Loukachenko comme président puisque les élections ont été truquées. Donc c'est un dictateur qui n'a plus aucune légitimité. Donc il faut toujours le rappeler. Et sur le jeune qui a été arrêté, il faut rappeler aussi qu'il est depuis 2019 réfugié politique en Lituanie. Donc il a un statut de réfugié politique. Donc je veux dire, c'est en même temps que son arrestation un acte d'agression de la Biélorussie vis-à-vis d'un pays de l'Union européenne, en plus du fait que c'est un avion européen, etc. Bon, donc voilà, donc il faut peut-être rappeler tout cela. Alain a évoqué justement la Russie. Jean-Marie, quelles sont les relations entre Russie et Biélorussie, entre Poutine et Loukachenko ? Alors, c'est compliqué parce que on sait bien que la Biélorussie, ce régime, ce dictateur ne survit que par la grâce de Moscou. Et que sans le soutien de Moscou, il disparaîtrait aux oubliettes de l'histoire. Et en même temps, on ne sait pas trop quelle est la vraie gêne qu'il peut occasionner à Vladimir Poutine, parce que ça intervient quand même à un moment qui n'est pas opportun, puisque c'est un moment où la Russie se prépare au sommet qui va réunir Joe Biden et Vladimir Poutine le 16 juin en Suisse. Ce qu'on a observé, c'est que le jour même de cette agression, il y a eu un concert de louanges dans les médias russes, donc tout le monde s'est dit, les médias russes fonctionnant comme ils fonctionnent, eh bien, naturellement, Moscou se félicite et peut-être Moscou a-t-elle prêté son aide logistique, voire même a participé. Donc, c'était les questions qu'on se posait. Puis le lendemain, silence.
Donc les médias ne disent plus rien, n'en parlent plus du tout. Et le surlendemain, le ministre russe des Affaires étrangères intervient pour exprimer un soutien à l'opération, mais beaucoup plus mesuré, beaucoup plus modéré. Il a dit qu'il n'avait pas de raison de ne pas croire la version Exactement. Donc, biélorusse, qui n'est pas non plus un soutien fort. Ça n'est pas victoire, quel beaucoup, comme le disaient les médias russes 48 heures auparavant. Donc on se dit, ces nuances-là montrent que peut-être il y a une gêne du côté de Poutine. Et peut-être que c'est de façon un peu caricaturale que l'on dit, naturellement, cette opération n'aurait pas été possible sans le soutien des services russes. Sauf que il faut savoir que l'espace aérien biélorusse et l'espace aérien russe sont mêlés. C'est le même espace aérien. Donc, ce qui se passe, cet arraisonnement d'un avion dans l'espace aérien biélorusse, ça ne pouvait pas ne pas être à la connaissance des Russes. Donc voilà où nous en sommes. Après, je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer, parce que c'est vrai que c'est un caillou dans la chaussure de Poutine. Et en même temps, c'est tellement le décalque, presque en plus caricatural, s'agissant de la nature du régime, de ce que fait Poutine en Russie. Et il faut se souvenir que l'obsession, mais vraiment l'obsession de Vladimir Poutine, c'est d'éviter le renouvellement, et il a la hantise de ça, de la révolution orange en Ukraine. Et donc la révolution orange, donc si c'est le décalque de la révolution orange, si l'opposition biélorusse prend le pouvoir ou arrive à chasser Loukachenko. Donc on est entre ces différents types de considérations. Alors Jean-Marie a rappelé que la Biélorussie était portée à bout de bras financièrement par la Russie. Pourtant, les relations sont complexes. La Biélorussie a très peur de se faire absorber par la Russie, par la fédération. Oui, parce qu'il y a un nationalisme biélorusse qui s'est forgé au fil des ans. Donc il y a ça. Et ensuite, à un moment, Loukachenko, pour se dégager justement de cette espèce d'emprise russe, a essayé de jouer un rapprochement avec l'Union européenne. Ce qui a évidemment amené le Kremlin à faire pression sur lui et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est fini. Depuis 10 ans, Loukachenko est véritablement, comme le disait Jean-Marie, dans l'orbite de la Russie de Vladimir Poutine. D'ailleurs, le pays est traversé par les gazoducs qui amènent le gaz plus loin en Europe. Et puis il faut rappeler que toute la doctrine de Poutine repose sur la nostalgie de l'Empire soviétique, de fait. Alors, ce système soviétique ou pas. Et que donc tout son effort consiste à reconstituer une forme de glacis. Donc d'où ces efforts en direction de la Hongrie, d'où les menaces qui peuvent planer ici ou là sur les États baltes. Donc il ne va pas abandonner l'État tampon entre l'Union européenne et la Russie, qui est la Biélorussie. Il ne peut pas l'abandonner, parce que ça contrevient à toutes ces opérations stratégiques, que ce soit en Ukraine, en Géorgie, dans toute cette zone où il essaie au contraire d'affaiblir l'Union européenne, l'influence de l'Union européenne, et de renforcer ou de réétendre en quelque sorte le territoire. Alors, vous avez observé aussi que face à cela, il y a eu une réaction unanime de l'Union européenne, précédée comme d'habitude par les éternels commentaires sur le thème « il ne se passera rien » ou puis de toute façon, compte tenu de ce qu'est la Hongrie, les Européens ne seront jamais unanimes. Ils l'ont été. Mais j'observe qu'il y a une organisation internationale qui n'a pas pu se mettre en ordre de bataille pour réagir, c'est l'OTAN. Et l'OTAN a été empêchée de réagir parce que Erdogan s'y est opposé. Et donc, l'Union européenne, elle, en ordre de bataille, c'est-à-dire qu'elle est en capacité, et elle le fait, de réagir. L'OTAN, non. C'est un des sujets probablement qui seront abordés par Joe Biden et Vladimir Poutine. Le 16 juin prochain. Vous vouliez réagir à la Russie alors. Sur la relation entre Loukachenko et Poutine, on en saura un peu plus ce soir ou demain matin, parce qu'il a été convoqué à Sotchi. Alors, ce qu'on sait, c'est que Poutine méprise, pour ne pas dire déteste, certains disent déteste Loukachenko, mais enfin il s'en sert. Et Loukachenko s'en sert aussi, puisque Poutine le protège, parce que la première réaction russe, la Russie est un pays du Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux dire, ce n'est pas une petite légitimité internationale. Et on sait à quel point elle est obsédée par son statut de grande puissance sur la scène internationale. Et la voilà qui donne son imprimatur à ce que la compagnie Ryanair qualifie de détournement. Et cette qualification va être aussi agréée et reprise par l'Organisation internationale de l'aviation civile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un détournement d'avion. On n'a pas encore vu, à ma connaissance, un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, adhérer, confirmer, corroborer un acte de terrorisme d'État. En général,
on le cache, si on est d'accord, on ne le dit pas comme ça. Là, c'était véritablement la première réaction, telle que nous l'avons décrite tout à l'heure, était une réaction « Bravo Loukachenko ». C'était ça, ce qui est stupéfiant. Ce qui est absolument stupéfiant de la part de la Russie. On aurait pu penser que Poutine, susceptible quant à son image internationale, avait là une extraordinaire carte à jouer pour mettre en difficulté tous ses opposants et tous ses critiques en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, et en désavouant Loukachenko. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas s'il le fera un jour, s'il finira par le faire, par faire un geste. Pour le moment, sa réaction face à la remarquable réaction de l'Union européenne, a été une réaction incroyable. Elle a été de dire, et c'est arrivé hier ou avant-hier à un avion d'Air France, qui faisait un Paris-Moscou, tous les vols à destination de Moscou, qui habituellement passent dans l'espace aérien biélorusse, et qui l'éviteraient cette fois-ci, n'ont pas le droit de se poser à Moscou. Donc cette crise n'est pas finie. Elle est en train de se cristalliser. Il doit y avoir à peu près, à partir de Paris, plus d'une vingtaine de vols pour Moscou par jour. Je crois qu'il y en a 22, très exactement. Vous voyez, on est là, de la réaction russe. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, est-ce que ça va bouger, mais la première réaction a été d'entériner cet acte. Et ça a été le cas aussi pour un vol Vienne-Moscou. Il n'y a pas que la France qui est visée par ces disputes sur l'espace aérien. En même temps, il faut intégrer chez Poutine quelque chose qui l'oppose le plus souvent aux pays occidentaux, c'est que lui garantit son soutien à ses alliés. Et il est dans une forme de fidélité à travers laquelle il a justifié son soutien à Bachar el-Assad. Et donc, la Russie est aux côtés de ses alliés des pays qu'elle soutient, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a un parallèle peut-être à faire entre Biélorussie et Syrie, parce que Poutine adopte la même attitude, au fond. Il se tient aux côtés de ses alliés, ou de ses affidés, ou des gens qui dépendent de lui. En tout cas, je pense que c'est un des éléments, peut-être, de la psychologie de Poutine qu'il faut intégrer. Alors, vous avez tous les deux salué la remarquable, vous avez dit Alain, réaction de l'Union européenne. C'était le 24 mai, quand elle a interdit son espace aérien à la Biélorussie et quand elle a déconseillé à ses avions de survoler le pays. C'est pas la première fois que l'Union prend des sanctions contre Minsk. Depuis quelques mois, 88 personnes, dont le président, en leurs avoirs gelés, ont interdiction de voyager dans l'Union. Il y a 7 entités aussi qui sont concernées par ces restrictions. Est-ce que ces mesures, pour vous, sont efficaces? Et est-ce que vous diriez, comme Emmanuel Macron, qu'il a déclaré cette semaine, que sauf à vouloir entrer dans un conflit plus direct, il n'y a pas de mesures plus efficaces que ces rétorsions? Est-ce qu'elles sont efficaces? On ne le sait pas. Elles le sont probablement à long terme, en tout cas. C'est toujours l'éternelle question des sanctions, efficacité ou pas efficacité. On peut évidemment se poser la question, par exemple, pour l'Iran. On peut se poser la question dans d'autres domaines où, au fil des ans, on se dit, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose, etc. Sauf que, si vous ne faites pas ça, vous déclenchez, en effet, comme le dit Emmanuel Macron, un conflit. Et donc, on ne peut pas aller au conflit armé. Et sauf que les frapper au portefeuille, c'est quand même encore ce qu'il y a de mieux, parce que ce sont des gens qui, la plupart du temps, expatrient leurs gains ou leurs ressources. Et donc, les priver de cela, c'est aussi quand même les affaiblir, et c'est les frapper au cœur d'un système qui est un système d'enrichissement par les dirigeants sur le dos de chacun de leurs pays. Donc, je ne pense pas que ce soit inefficace. Donc, même si les sanctions ont l'air faibles, l'Europe n'est pas impuissante ? Je le crois, quand elle le veut. En tout cas, c'est à ma connaissance une des rares situations où on n'est pas resté dans la rhétorique. Si vous voulez, si on était resté dans la rhétorique, l'Europe aurait été critiquée. Nous, même à ce micro de Slate, nous aurions critiqué la réaction de l'Europe comme étant relevant purement du discours des mots et des mots. Là, c'est intéressant parce que la question que vous posez a été posée à Madame Tsikhanouskaya, la chef de l'opposition, celle qui a vraisemblablement été élue présidente de la Biélorussie. On lui a posé, elle est réfugiée en Lituanie, elle a dit, écoutez, c'est très dur pour nous, c'est très dur parce que les Biélorusses n'ont plus la possibilité de fuir. Les frontières terrestres sont quasiment fermées. Le FSB, c'est-à-dire la police russe, lorsqu'elle attrape des gens qui ont fui la Biélorussie, les remet à la police politique, ça s'appelle, il a gardé le nom, le KGB, Loukachenko, les remet au KGB de Biélorussie, et donc c'est très dur. Les Biélorusses se sentent enfermés, mais en même temps, tout le monde reconnaît que c'est une réaction très forte, celle qui concerne les vols, n'est-ce pas? À côté de ça, il y a d'autres symboles. Il y a le président du Parlement européen qui a demandé à ce que la photo de Roman Protasevich soit affichée dans tous les aéroports de l'Union européenne. Il y a le président Macron, et ça sera accepté par Boris Johnson, qui a dit « J'invite Madame Tsikhanouskaya
à Londres, à notre sommet du G7. Et Johnson va l'accepter, bien entendu. Pourquoi est-ce que l'Union européenne est si sensible? Parce que c'est une agression contre elle. C'est un acte d'hostilité, comme on le définissait bien au début. Une compagnie aérienne de l'Union européenne, partant d'un pays de l'Union européenne, allant dans un pays de l'Union européenne, et transportant une majorité de passagers de l'Union européenne, dont 9 Français. C'est pour ça que l'attaque est très dure pour l'Union européenne. Elle est particulièrement sensible à cette affaire. Donc moi, je dirais aussi que je crois que Macron a raison lorsqu'il dit « je vois pas, à part un conflit, je vois pas ce qu'on peut faire de plus ». On va revenir à Minsk et sur justement le caractère de l'opposition. Vous avez dit que la principale leader d'opposition était réfugiée en Lituanie, que le corps électoral était à 15-20% pour Loukachenko, que Poutine craignait une révolution orange à l'ukrainienne. Est-ce que tout espoir est perdu pour l'opposition en Biélorussie? Est-ce qu'il y a une chance de renverser Loukachenko ou est-ce que tout est tellement verrouillé que c'est inimaginable et qu'il faut juste attendre que Loukachenko disparaisse du pouvoir tout seul? C'est difficile de savoir, c'est difficile de prévoir à court terme. On ne peut pas exclure que la position de la Russie évolue. Après tout, ça serait dans son intérêt. On ne peut pas exclure ça. On a mentionné tout à l'heure qu'il y aurait une rencontre le 16 juin, je crois, entre Poutine et Joe Biden. On ne peut pas exclure que quelque chose sorte de cette rencontre et qu'il y ait un geste de Moscou qui fasse que la situation prenne une autre configuration à Minsk, en Biélorussie. Je ne l'exclus pas, je ne sais pas. Dans notre podcast New Deal, on a justement évoqué ces relations Biden et Poutine, et Laurence Nardon de l'IFRI nous expliquait que la Russie était devenue une puissance régionale, elle n'était plus une superpuissance comme avant. Est-ce que vous pensez que Poutine, du coup, lui, va arriver à ce sommet en position de faiblesse par rapport à Biden? En tout cas, l'obsession de Poutine, c'est de se rétablir dans un dialogue d'égal à égal avec les États-Unis. Parce qu'il veut reconstituer la superpuissance ou faire comme si la superpuissance était toujours là. Vous évoquiez ce podcast avec Laurence Nardon qui rappelait à juste titre que le produit intérieur brut de la Russie, 140 millions d'habitants, est aujourd'hui inférieur au produit intérieur brut de l'Italie, 60 millions d'habitants. Donc ça dit tout des dimensions de la Russie d'aujourd'hui qui sont objectivement une puissance moyenne, mais dotée des instruments d'une surpuissance, instruments nucléaires évidemment, et en même temps instruments qu'il forge lui-même à coup d'intervention en Syrie, en Libye, en Centrafrique, et ainsi de suite. Quand on regarde les choses, il y a quand même beaucoup de sujets où je ne vois pas Poutine en position de force. Les interventions dans la campagne électorale américaine, qui sont quand même d'origine russe, la situation en Ukraine, où la situation n'est pas stable parce que la Russie considère qu'elle n'a pas à être stabilisée, puis plus récemment la Biélorussie. Donc, en revanche, il y a des points sur lesquels il y aura des accords, évidemment, d'un intérêt mutuel à ce que l'Iran revienne dans la discussion sur l'équipement nucléaire de l'Iran, par exemple. C'est le principal sujet de convergence, me semble-t-il. Mais en tout état de cause, pour Poutine, c'est très important parce qu'il va réapparaître comme l'interlocuteur ou un interlocuteur privilégié de Biden. Mais d'un autre côté, ce que Biden ne va pas mettre dans sa poche, c'est les droits de l'homme. Et c'est de la défense d'un certain nombre de libertés, et ainsi de suite. Et donc, après, on sera observateur de ce temps fort de la diplomatie qui rappellera des temps anciens pour ceux qui ont connu l'ère soviétique, mais qui en même temps n'est plus comparable en rien. Simplement, il y a du côté de Poutine le chantage à l'alliance stratégique avec la Chine, qui est à mon avis à très courte vue, parce que je ne vois pas qu'à long terme les intérêts soient vraiment convergents entre la Russie et la Chine. Mais néanmoins, il va se servir de cela pour essayer de peser vis-à-vis des États-Unis et de l'Europe. Et moi, il y a un dernier point que je voudrais aborder, qui est un point de situation politique intérieure. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours eu en France un parti russe. Et voilà que, quelques jours après que l'agression dont a parlé Alain ait été commise contre un avion européen, contre des citoyens européens et ainsi de suite, Marine Le Pen prend la parole pour dire qu'il faut quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN. Ce qui signifie le passage d'une alliance qui restait malgré tout dans l'ère stratégique, entre guillemets, occidentale, à une alliance russe. Alors, on se souvient que Marine Le Pen a eu sa campagne largement financée par des banques russes. Donc, on se dit, c'est le retour à l'envoyeur, en quelque sorte, le retour d'ascenseur. Sauf que il faut avoir conscience que c'est un mouvement gravissime, parce que troquer les alliances de la France contre une alliance russe,
aujourd'hui, c'est-à-dire se mettre à la remorque de celui qui devient progressivement de plus en plus un dictateur, aux yeux et au vu de tout le monde, c'est quand même une curieuse façon de plaider pour le statut de la France ou pour le rang de la France. Donc, et je pense que cet événement qui s'est produit cette semaine a été très largement sous-traité, passé un petit peu inaperçu, alors que pour moi c'est un mouvement d'une grande gravité. J'ajouterais que donc 24 heures après le détournement de cet avion et la prise d'otage, Madame Le Pen ajoute « Je voudrais qu'on en revienne à des relations normales avec la Russie, c'est-à-dire qu'on sorte des sanctions qui ont été prises au lendemain, en 2014, au lendemain de l'annexion de la Crimée d'une partie de l'Ukraine, et parce que la Russie soutient toujours, dans une autre partie de l'Ukraine, le Donbass, un mouvement de sécession, eh bien, il y a des sanctions qui sont revotées tous les 6 mois. Comme la politique étrangère n'appartient pas à ce qu'on appelle le tronc commun communautaire, il faut l'unanimité, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un des membres des 27 ne les vote pas pour qu'il n'y en ait plus et qu'elle ne soit pas prise. Jusqu'à présent, même quelqu'un comme le Hongrois Viktor Orban a toujours signé les sanctions, considérant que c'était très grave ce qui s'était passé, cette modification des frontières par la force. Mais si Madame Le Pen mène sa politique jusqu'au bout, imaginons, dans un cauchemar qui nous est commun, quelle est la possibilité donc d'aller au Conseil européen et de dire « moi, je ne vote pas les sanctions, je suis contre ». Et donc les sanctions s'arrêtent, puisqu'il faut l'unanimité. Alors là, vous avez une décision qui est prise et qui est annoncée, c'est très grave, qui est annoncée au moment même où le pays avec lequel elle veut développer des relations normales se conduit d'une manière invraisemblable sur la scène internationale, puisqu'il endosse, par un de ses satellites, un de ses satrapes, il endosse un détournement d'avion et une prise d'otage. Je finirai en précisant que Emmanuel Macron, évidemment, n'est pas du même avis que Marine Le Pen, puisque lui appelle plutôt à recadrer la Russie et à définir une stratégie de court et de moyen terme qui répondrait justement au cas Navalny et au cas de ce détournement d'avion par la Biélorussie. Pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés par le sujet, je les renvoie à votre chronique de cette semaine, Alain, qui traite cette répression transnationale de Loukachenko. Quant à vous, Jean-Marie, vous revenez sur la séquence de communication d'Emmanuel Macron en direction des jeunes, mais pas seulement. Emmanuel Macron qui semble bel et bien entrer en campagne. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.